Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet matériel et plus précisément montre connectée, parce qu'on a un passionné, une référence dans le sujet avec nous aujourd'hui, Grégory Chanez, le fondateur du site nakan.ch. Grégory est venu nous partager son expertise sur l'évolution de ces technologies et leur utilisation en triathlon. On va y parler des 4 grandes marques de montres de sport et leur domination sur le marché. On va y parler de la différence entre montres de sport connectées et montres connectées aux fonctionnalités sportives. On va parler de l'importance du GPS et de l'autonomie, notamment pour les triathlons longue distance, et de l'émergence des bagues, des bracelets connectés pour le suivi de la santé. Si vous êtes en plein dans le choix de votre prochaine montre ou simplement que vous êtes amoureux de technologie et de beaux objets, alors cet épisode avec Grégory devrait vous intéresser. Et juste avant de démarrer cet épisode, je vous partage non pas là, mais les ressources de la semaine avec un ensemble de conseils rédigés autour de la préparation mentale pour les triathlètes. La saison va bientôt démarrer, c'est un sujet qu'on peut travailler presque jusqu'à la dernière minute. Alors ne tardez pas, je vous mets en lien un ensemble d'articles qui vous permettront de mieux apprivoiser la compétition, de diminuer le stress et d'arriver avec un meilleur état d'esprit sur votre prochain triathlon. J'espère que tout ça vous plaira, le lien est dans la description. Et en attendant, c'est parti pour votre épisode avec Grégory et Armano. Hey les sportifs, juste avant de vous laisser écouter l'épisode, j'en rajoute une dernière petite couche. Si vous avez été très attentifs pendant l'épisode où nous avons reçu Mathieu Poulain, swimrunner et champion du monde en titre, et Vincent, son acolyte, tous les deux fondateurs et co-animateurs du podcast L'Instant Swimrun, je me suis relancé dans un défi pour l'année 2025. Alors c'est très simple, on raconte tout ça dans un podcast éphémère qui s'appelle Road to Eutilo. Ça s'écrit Road-to T-O-O-Tilo, O-T-I-2-L-O. Je vous laisse aller découvrir le podcast, nos aventures, le défi, et puis j'attends bien entendu que vous me fassiez un max de retours, surtout que le premier épisode est une véritable masterclass où on a reçu celles et ceux qui font le swimrun, et puis les têtes d'affiche mondiales qui sont, comme par hasard, des Françaises et des Français. Pour vous donner encore plus envie, je vous rajoute même quelques petits extraits à la fin de cet épisode. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, non seulement c'était une super masterclass, mais en plus, on s'est bien marré. Allez, c'est très simple, direction Road to Eutilo. Salut les sportifs et bon épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Et je suis encore plus heureux parce que j'ai l'impression de reprendre un peu du service sur le podcast de Nakan à l'époque où on a très bien collaboré avec monsieur Grégory Chanez. Salut Greg. Hey, salut Armano, ça me fait plaisir de te retrouver dans un podcast. Pareillement, parce que c'est vrai qu'on a arrêté le podcast de Nakan il y a quelques années maintenant. Punaise, le temps va tellement vite et ça faisait longtemps qu'on s'était pas reparlé derrière un micro. Mais c'est vrai, on a échangé à travers les réseaux sociaux, à travers les apps de messagerie, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été les deux derrière un micro. Ouais. Bon, ça nous renvoie quelques années en arrière. Moi, ça me fait bien plaisir. Je suis content de t'avoir à cette table virtuelle. On sera tous les deux aujourd'hui parce que Charlie n'est pas là. En revanche, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de parler, de faire un petit update des montres connectées, des objets connectés pour faire du sport, etc. Ce qui reste quand même un petit peu, beaucoup, énormément ta spécialité, hein, mon cher Greg? Ouais, écoute, je continue à me renseigner sur le sujet, je continue à m'intéresser à la thématique, je continue à écrire des articles, enregistrer des podcasts et des vidéos à ce sujet, donc effectivement, on peut discuter un petit peu de ça, ouais. Ça va, comme on disait en off pour rigoler, t'as pas eu trop besoin de préparer l'épisode, surtout que tu me connais, c'est toujours à l'arrache. Donc écoute, on va pouvoir se lancer dans cet épisode. Juste avant, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais on ne sait jamais, je te laisse te représenter. Du coup, c'est Greg. On me connaît sous le pseudo de Nakan sur le grand internet et les réseaux sociaux. J'ai créé il y a plusieurs années maintenant le site nakan.ch sur lequel je teste des montres connectées, tous les gadgets tech qu'on peut utiliser dans sa pratique sportive. Et puis voilà, c'est un domaine qui me passionne toujours, et j'essaye toujours de proposer les tests les plus complets et objectifs possibles sur ces petits appareils qui nous accompagnent désormais dans quasiment tous nos entraînements, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Tu as créé le site nakan.ch, mais pourquoi .ch ? Tout simplement parce que CH c'est Confédération Helvétique.
parce que j'habite en Suisse et puis qu'au début j'ai enregistré mon nom de domaine nakan.ch alors que Nakan voulait rien dire, mais c'était mon pseudo que j'utilisais quand je jouais en ligne. Et puis je voulais pas forcément rechanger le nom de domaine quand j'ai lancé le site à propos des gadgets et du triathlon. J'ai repris le domaine que j'avais déjà et puis c'est resté nakan.ch, même si ça a aucune signification particulière pour le sport ou la technologie. Bon, écoute, c'est souvent là aussi qu'on fait les plus belles performances. Enfin, que quand on crée une marque de zéro, et ça marche plutôt bien pour nakan.ch. Bon, je te taquinais sur le .ch pour effectivement revenir sur ce doux accent que tu arbores, et encore pas tant que ça, mais voilà, pour signifier que c'est juste... On me fait remarquer que je dis 80, 90 et que c'est pas comme ça qu'on dit, mais en fait c'est tout à fait comme ça qu'on dit et voilà. Mais oui, c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est les Français qui en fait ont rien compris. 80, pourquoi 80 80, ça fait plus de sens. Puis étant franco-italien, c'est vrai qu'en italien on dit pas non plus 80, tu vois. On dit 80, donc bon bref, ça c'est juste pour le 80. Mais le 70 ça marche aussi, le 90 aussi, etc. Donc t'as raison, c'est vous qui avez raison. Finalement c'est une petite guéguerre qui voilà, revient de temps en temps dans les commentaires ou les messages sur mes vidéos YouTube ou mes podcasts, mais je vais continuer à dire 70, 80, 90. Donc du coup, l'objectif, comme je le disais, c'est de faire un point un petit peu sur l'état du marché de nos gadgets, de nos objets connectés pour faire du sport, de nos montres. On commence peut-être par le plus gros, les montres. Est-ce qu'il y a toujours que 2 ou 3 gros acteurs de la montre de sport, ou est-ce qu'aujourd'hui on a pléthore d'acteurs, on a le choix de vraiment choisir sa montre de sport? Les choses n'ont pas tellement changé depuis qu'on a arrêté le podcast de Nakan et on en a beaucoup parlé dedans. Donc, il y a vraiment un univers qui est les spécialistes de la montre de sport et outdoor. Et là-dedans, on a 4 acteurs. 4 acteurs qui sont là depuis des années et c'est pas prêt de changer. Moi, je les appelle le Big Four, un petit peu comme quand dans le tennis, on parlait des Djokovic, Nadal, Federer et puis Andy Murray à l'époque. C'est Garmin, Suunto, Polar et puis Coros. Coros, c'est le dernier arrivé qui est arrivé à peu près en 2018. Qui a fait un énorme travail pour rattraper une grande partie de son retard sur les autres acteurs et qui aujourd'hui propose des montres qui sont très compétitives dans ce marché-là. Donc là, on a des montres qui sont éprouvées et en termes de réputation et en termes d'historique, si on veut bien, avec des marques qui sont établies depuis presque 10 ans, pour la plupart bien plus longtemps. Et puis voilà, un savoir-faire au niveau sportif qui n'est plus à prouver. Puis ensuite, on a d'autres possibilités, on a d'autres acteurs et même si on extrapole un tout petit peu, on exagère peut-être aussi un tout petit peu, on peut dire que la montre la plus utilisée pour faire du sport dans le monde, elle fait pas partie des montres proposées par ces Big Four, parce que on estime aujourd'hui que la montre de sport la plus utilisée, c'est l'Apple Watch. Tout simplement parce que beaucoup de gens ont une Apple Watch et que fondamentalement une Apple Watch est considérée comme une montre qui peut enregistrer du sport et donc c'est la montre de sport la plus vendue. Maintenant, tout le monde n'utilise pas forcément l'Apple Watch comme une Garmin ou une Suunto par exemple. Donc c'est probablement ce dont on va discuter dans cet épisode. Qu'est-ce que fait quelle montre et puis comment la choisir en fonction de ses besoins. Et puis il y a des nouveaux acteurs qui arrivent du côté de la Chine principalement. Il y a Amazfit qui est en fait une filiale de Xiaomi, donc un géant de l'électronique grand public en Chine, qui propose aussi maintenant des montres qui deviennent intéressantes, qui deviennent compétitives. Surtout au niveau des algorithmes, ça commence à devenir moins ridicule que ce que ça a pu être à une époque en termes d'estimation de calories, de précision GPS et ce genre de choses. Ça devient une offre qui, pour un sportif, on va dire récréatif, est réellement crédible. Maintenant, pour la personne qui va faire de l'ultra, qui va faire du triathlon en mode compétition, je pense qu'on est encore un petit peu loin du jour où je vais dire, voilà, ton Amazfit T-Rex 3, elle va être équivalente à une Garmin, parce qu'on va pas se mentir, c'est clairement pas encore le cas aujourd'hui. Pour revenir juste sur l'Apple Watch, effectivement, c'est soi-disant la montre de sport la plus vendue. Est-ce qu'on fait la même chose avec une Apple Watch qu'avec l'une des 4 Big Four dont tu parlais, donc Garmin, Suunto, Coros et Polar? Alors oui et non, ça dépend ce qu'on cherche à faire. Par exemple, le gros reproche qu'on entend partout quand on compare une Garmin et une Apple Watch, c'est l'autonomie.
Une Garmin, elle va pouvoir avoir une autonomie de 40 heures, voire 60 heures, voire 100 heures d'autonomie en mode GPS suivant la configuration et le modèle de montre qu'on a. Donc pour enregistrer des activités qui sont longues, qui s'étalent sur plusieurs jours lors d'expéditions ou de trek, l'Apple Watch, en général, après 24 heures, 30 heures maximum, elle est cramée. Et puis là, je parle d'utilisation en mode montre connectée, pas en suivi GPS, où, en général, après moins de 20 heures, elle va dire bonne nuit et s'éteindre. Donc, on a déjà le problème de l'autonomie. Ensuite, l'approche de l'application de mesures sportives de Apple est clairement pas, pour l'instant, alignée avec l'approche de Garmin, au niveau de la mesure des métriques, des données que ça fournit, et surtout de l'analyse de ces données ensuite dans les applications de l'écosystème de Apple. Je ne vais pas pouvoir analyser une séance de course à pied de la même manière dans mon application Apple, plutôt que ce que je vais pouvoir faire chez Garmin avec une analyse de la fréquence cardiaque, de la puissance de course, de la cadence et ce genre d'informations. Aujourd'hui, chez Apple, c'est assez simple. Si je veux analyser ces données de manière plus avancée, je dois passer par une application ou une plateforme tierce. Ouais. Et on pourrait en parler aussi d'ailleurs des plateformes tierces, mais là aussi on a quelques big three. On a quoi? On a Strava, on a Training Peaks. T'en vois d'autres? Oui, on a reçu dans le podcast de Nakan les gens qui ont créé Nolio, qui est une belle alternative européenne, française. Au moment où on enregistre cet épisode, je suis en train de finaliser un article en fait sur la technologie européenne dans le sport. C'est une question qui est revenue un peu ces derniers temps, et c'est vrai que la French Tech est assez active dans les applications de ce type-là, et Nolio est vraiment une alternative, non seulement crédible, mais aussi vraiment bien pensée à ces plateformes américaines pour l'analyse de ses performances. Ouais, on pense, côté français, on pense aussi à iDoSport, qui est la plateforme développée par les époux Bellobre, donc Fred Bellobre et Charlotte Morel, qu'on avait reçu aussi dans le podcast. Oui, et puis on a des applications comme Run Motion Coach, on a des applications comme Open Runner qui permet de planifier ses itinéraires. Enfin, la French Tech est assez active au niveau de ces plateformes qui viennent pas forcément prendre la place d'un Garmin Connect ou d'un Polar Flow par exemple, mais qui viennent en addition fournir des services supplémentaires d'analyse ou de planification. Pour rester sur les plateformes justement, notamment les plateformes qu'on pourrait dire propriétaires, la plateforme de Garmin, la plateforme de Polar, la plateforme de Suunto, est-ce que si on a un objet connecté, et en particulier une montre de sport d'une autre marque, on peut aussi importer les données, on peut aussi les analyser dans ces plateformes? Alors, chaque marque propose sa plateforme dans laquelle elle va gérer les données de ses propres montres. Donc, si j'achète une Garmin puis que j'utilise que Garmin Connect pour faire l'analyse de mes activités, le jour où je veux passer chez Suunto ou chez Polar ou chez Coros, ça va être compliqué. Je vais devoir changer de plateforme. Et il y a des mécanismes qui permettent à peu près d'importer quelques types d'activités d'une plateforme à l'autre, mais c'est jamais sans problème, sans petit glitch, voilà. Donc, moi, ce que je recommande, je recommandais déjà ça quand on enregistrait ensemble le podcast de Nakan, je continue à le recommander, c'est ouvrez un compte gratuit chez Nolio, chez Training Peaks ou Strava, qui permet de faire de la centralisation et de l'analyse de données, même si c'est pas la meilleure plateforme pour le faire, elle est plus une plateforme sociale. Et puis, synchronisez vos activités là-dedans, et le jour où vous voulez passer à une autre plateforme de montre, eh bien, vous pourrez le faire sans trop de dommages, puisque vous connecterez cette nouvelle plateforme. Et puis, si vous voulez savoir ce que vous avez fait le 17 mai 2021, vous allez sur Nolio ou sur Training Peaks, vous retrouvez exactement vos activités telles qu'elles ont été synchronisées. Super. Bon, je pense qu'on a fait le point là sur les plateformes, on va pas trop s'éterniser. L'idée, c'est vraiment de faire un update sur les objets connectés et en particulier les montres. Justement, tiens, on parle d'objets connectés. Qu'est-ce qu'il y a comme autres objets connectés au-delà des montres? Est-ce que les bracelets, les bagues, ce genre d'outils, au-delà de pouvoir traquer tes activités ou tes paramètres médicaux dans la journée, est-ce que ça peut te permettre aussi de traquer tes activités sportives? Alors oui, on va peut-être déjà soulever un gros sujet de discussion de cet épisode, c'est à quel point est-ce que les données que nos montres nous fournissent sont bénéfiques pour notre entraînement de sportif ou est-ce qu'elles sont délétères? Et
la question, elle dépend probablement de chaque individu, mais derrière cette réflexion, on voit qu'il y a quand même une tendance de marché à avoir des équipements qui nous monitorent en termes de santé et de récupération et de performance sportive, une tendance nette vers des appareils qui n'ont pas d'écran, qui n'ont pas d'affichage. Pour moins nous polluer en termes de données, et puis surtout pour qu'on ne subisse pas la donnée, mais qu'on la consulte quand on en a besoin ou envie. C'est notamment le cas du bracelet Whoop, qui a un certain succès, notamment en Amérique du Nord, peut-être un petit peu moins chez nous, mais on le voit quand même au poignet de nombreux sportifs pros. On l'a vu sur les circuits ATP ou WTA chez pas mal de joueurs de tennis. On l'a vu chez certains nageurs pendant les JO de Paris, par exemple, et d'autres sportifs. Pas forcément pendant la compétition, parce que la plupart des fédérations sportives interdisent de porter quelque chose au poignet pendant, par exemple, une compétition de natation, mais pendant tous les à côté, on voit des sportifs pros qui portent le Whoop. On voit aussi une tendance assez nette vers les bagues connectées qui permettent de mesurer des paramètres de santé ou de récupération. Le leader du marché actuellement, c'est Oura, mais il y a de plus en plus de compétitions qui arrivent sur ce marché-là. Et tout ça, c'est des appareils qui vont faire de la mesure, connectés à une app, qui vont accumuler des données, mais qui vont rien afficher pendant la journée sur l'appareil en lui-même. Ma Oura, elle n'a pas d'écran, mon Whoop n'a pas d'écran, et j'ai pas de feedback directement de ces appareils. Ils sont là, ils sont tranquilles, et on les ignore, ils prennent de la donnée, et puis moi je vais dans mon app pour les consulter quand j'en ai envie ou besoin. Et on voit que cette tendance-là, elle est quand même significative. Il y a d'autres acteurs qui vont arriver pendant cette année 2025 avec ce même type de produits, alors que c'est des produits qui ont été abandonnés il y a assez longtemps. C'est ce que j'allais dire, connectés. Parce que les précurseurs là-dessus, c'était Fitbit notamment, qui proposait juste un capteur que tu mettais au poignet ou que tu mettais ailleurs, mais ça comptait pas. Après, ça a commencé à se diversifier sur d'autres mesures sur d'autres métriques, mais ça a eu, enfin, ils ont connu un certain âge d'or. Et puis ça s'est éteint parce que justement les gens recherchaient des écrans. Alors il y en a qui se sont inventés, les Fitbit qui ont fait des écrans e-ink, etc. Et puis maintenant on en revient. C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant, ouais. Parce que comme un peu tout, on est allé dans l'excès de ces données qu'on a sous les yeux, et je pense que le meilleur exemple qui est possible, c'est de porter une Garmin et de voir à quel point chaque matin elle te dit si tu as bien ou mal dormi, si tu as rechargé tes batteries, si tu as du stress, si ta fréquence cardiaque est trop basse, trop élevée, si ta variabilité de fréquence cardiaque est trop basse, trop élevée. Et puis au bout d'un moment, on est sous une avalanche de données, et finalement, est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Est-ce que j'arrive moi-même à dire si j'ai bien dormi ou pas? Ou est-ce que je vais regarder ma montre pour savoir si j'ai bien dormi? Tu vois, le biais auquel on arrive. Et puis, certaines personnes, au bout d'un moment, commencent à désactiver certaines fonctions des montres, commencent à vouloir des devices qui leur montrent moins de données de ce type-là. Parce que c'est envahissant au bout d'un moment et ça peut prendre le pas sur le ressenti personnel. Et c'est un petit peu la philosophie que j'avais quand on me demande à quel point est performant l'algorithme de proposition d'entraînement d'une montre. Tu veux te mettre à courir un semi-marathon, tu n'as aucune idée de comment tu vas former ton entraînement, donc tu demandes à ta montre de te suggérer des séances. Pour moi, ça doit être un outil que tu vas utiliser de manière transitionnelle entre le moment où tu commences ta préparation pour aller à ton semi-marathon, mais que tu n'y connais rien en entraînement de course à pied, et puis ça doit t'aider à comprendre comment on construit un plan d'entraînement pour le semi-marathon, mais un jour, tu vas lâcher cette béquille et faire avec tes propres connaissances, en connaissant toi-même, etc. Et en fait, on a oublié un petit peu ça. C'est comme Google Maps a complètement annihilé notre génération Z à utiliser une carte papier pour se situer et créer un itinéraire, quoi. Donc c'est un petit peu la même chose, et je pense qu'on est en train de se rendre compte de ça, et puis de revenir un petit peu en arrière sur les métriques proposées par nos montres connectées. Ouais, et est-ce qu'on parle rapidement de l'intérêt sur ces objets, sur ces montres connectées, de les porter au quotidien? Parce que tu l'as dit, notamment ces propositions d'entraînement, que ce soit un algorithme ou pas, si tu mets ta montre
que pour aller courir. Est-ce que effectivement cet algorithme, cette proposition est pertinente alors que la montre ne sait peut-être pas, ou ton appareil connecté ne sait peut-être pas que en fait tu as une journée de dingue, t'es manutentionnaire, tu passes ta journée à porter des cartons, à marcher dans les entrepôts, tu fais 25 bornes, c'est pas la même chose que celui qui est derrière son écran toute la journée et puis qui va mettre sa montre le soir à 18h pour aller faire son petit run pour se préparer pour un semi-marathon qu'il envisage de finir en 2 heures, quoi. Alors, tu as tout à fait raison, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font trop d'analyses atomiques de chacune de leurs sessions de sport, en essayant de tirer des conclusions sur chaque session de sport, sur chaque montée qu'il y a eu dans la session, sur chaque accélération, sur chaque répétition sur la piste. Et je pense que l'outil montre connectée qui enregistre ta montre, ton activité sportive, est utile sur une vision beaucoup plus détachée de ça à long terme, à la semaine, au mois, à la saison de sport. Je vais pas pouvoir dire ok, est-ce que je suis prêt pour mon marathon ou est-ce que je suis pas prêt sur une séance, parce que comme tu le dis, il y a l'impact de la récupération de la séance du jour d'avant, il y a l'impact de ce qui s'est passé émotionnellement et physiquement dans ta journée avant ta séance, il y a ce que tu avais en tête pendant ta séance qui peut impacter énormément ton ressenti et tes performances à ce moment-là. Je sais que je suis prêt à un marathon quand, pendant 2 semaines, tous les entraînements que j'ai faits ont plus ou moins bien marché. Et même si là, au milieu, il y a une sortie longue qui a complètement planté à 15 km parce que j'ai foiré mon alimentation, parce que tout d'un coup, dans la tête, ça a décroché, etc. C'est pas dire, ok, cette séance, elle a merdé, donc je suis pas prêt. C'est juste dire tout le reste autour a bien fonctionné, donc je suis prêt. Et si je me concentre trop sur chaque séance, j'ai ce risque-là d'exagérer mon interprétation et de tirer de fausses conclusions. Donc comme nous le disait notre consultant de l'époque, Denis Boucher, c'est important de tout noter sur nos séances, et je pense que pour ça, la montre est un formidable outil, parce qu'elle note vraiment tout de manière objective. Mais ensuite, c'est dans l'analyse qu'on en fait qu'il faut être prudent de ne pas aller décortiquer chaque séance, chaque seconde de chaque séance pour savoir comment ça s'est passé. Ouais, ce que la montre peut un peu plus faire, parce que si tu la portes au long cours, la montre ou un objet connecté, effectivement, il connaît un petit peu ton historique, ta vie de la journée, et ça permet peut-être de un peu mieux calculer ton état de forme et donc te donner là aussi un retour plus objectif et pas uniquement basé sur le ressenti. Qu'on couple ça justement au ressenti pendant l'entraînement, ce fameux RPE dont on a beaucoup parlé pendant le podcast de Nakan, où on va noter notre séance non seulement sur la difficulté ressentie, mais aussi sur la sensation globale de l'entraînement. Est-ce qu'on a bien aimé, est-ce qu'on n'a pas bien aimé, est-ce qu'on a passé un bon moment, est-ce que c'était difficile, au-delà de la dureté elle-même de l'effort. Mm-hmm. Ouais, non, c'est ça. Et puis après, on peut tout à fait imaginer qu'on a un Whoop qui nous dit telle nuit on a assez mal dormi. On n'est pas obligé de le regarder chaque matin pour savoir. Mais par contre, quand je fais mon analyse de la semaine passée de sport, je vois que jeudi, vendredi, j'ai des séances qui sont quand même assez catastrophiques en termes de performance, en termes de motivation, etc. Je peux aller dans mon application Whoop et regarder ce qui s'est passé sur ces 2 nuits de sommeil a posteriori et dire ok, j'ai eu 5h30 de sommeil ces 2 nuits-là, alors que normalement je suis en forme quand j'ai entre 7h30 et 8h de sommeil. Ça explique, c'est pas une catastrophe, si je dors mieux, je serai plus performant, et puis on passe à autre chose. Tandis que si on n'a pas cette information, on va se poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ces outils, ils sont pas inutiles, ils sont même productifs pour autant qu'on les utilise convenablement. C'est exactement comme les réseaux sociaux, c'est exactement comme plein d'outils qu'on a autour de soi. Si on les utilise de manière raisonnable et sensée, ils sont utiles. Ils deviennent envahissants et toxiques si on les utilise mal. Merci pour ce rappel qu'on a souvent fait sur le podcast de Nakan, qu'on fait souvent aussi sur le podcast Devenir Triathlète, mais il est toujours bon de le rappeler aussi, ne pas faire aveuglément confiance toujours à votre appareil et faites attention aussi à vos ressentis et surtout à la façon dont vous les utilisez. C'est ça. Du coup, pour faire une petite overview, pour passer un peu en revue les nouveautés ou les appareils plus ou moins absolument indispensables pour faire du sport. Si on se concentre sur le triathlon et de manière générale les disciplines enchaînées, même en poussant jusqu'au swimrun, quelle montre de sport tu pourrais nous conseiller avec ses plus ou ses moins? Alors l'idée c'est pas de faire un comparatif, une revue complète de tout le marché, mais voilà, c'est les outils qui te viennent en tête, peut-être en partant de l'Apple Watch qui, à mon avis, ce n'est que mon ressenti, va vite être évacué pour du triathlon, jusqu'à celle que tu penses la plus adaptée pour notre pratique.
Alors, oui, on va se concentrer sur le triathlon, et comme ça nous donne une base de discussion. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années de manière absolument novatrice pour le triathlon dans nos montres? Je risque de décevoir beaucoup, mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on avait des montres à partir des années 2017-2018 qui intégraient des profils de triathlon qui mesuraient déjà à peu près tout, à commencer par la Fenix 5 de chez Garmin, et puis ensuite il y en a plein d'autres qui sont arrivés avec des fonctionnalités équivalentes. Et depuis, en fait, pour un triathlète qui enregistre son triathlon ou son entraînement de triathlon, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Il y a plein d'autres choses, des à côté qui sont sympas pour un triathlète dans certaines sessions d'entraînement, mais vraiment pour la pratique performance du triathlon, il n'y a pas grand-chose de neuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends une Apple Watch Ultra, une Coros, même en entrée de gamme, une Garmin, même pas forcément entrée de gamme, mais milieu de gamme, une Polar ou une Suunto, toutes vont me permettre d'enregistrer une épreuve de triathlon avec les 3 disciplines et les transitions associées. Et puis, je vais pouvoir m'entraîner en accumulant mes données d'entraînement de vélo, course à pied et natation de manière convenable avec ces 4 marques, plus l'Apple Watch. Ensuite, il y a évidemment la question de l'autonomie et de la distance qu'on va parcourir. Et là, dans chaque marque, il y a des gammes qui vont aller du mini-tri à l'Ironman en fonction des temps qu'on prévoit. Même l'Apple Watch Ultra sur un Ironman, je ne sais pas si je lui ferai 100% confiance pour tout enregistrer jusqu'à la fin. Il suffit d'une petite défaillance sur la course à pied, notre marathon traîne un peu en longueur, on finit en 5 heures. La montre risque de lâcher avant la fin. Donc effectivement, l'Apple Watch Ultra pour du triathlon, elle est très bien, mais jusqu'à la distance du semi-Ironman, j'imagine. Ensuite, il y a eu quelques améliorations quand même ces dernières années. La première grosse amélioration qui est arrivée maintenant de manière générale sur nos montres outdoor, c'est le support de la cartographie. Alors pour un triathlète, c'est pas forcément utile, mais ça peut si tout d'un coup on va sur des routes qu'on connaît moins bien et puis qu'on n'a que sa montre pour savoir où on est. D'avoir un fond de carte, c'est toujours assez agréable. Donc là, on trouve des modèles de plus en plus nombreux chez les différentes marques avec un support de la cartographie. Pour les triathlètes, la grosse nouveauté qui est arrivée ces dernières années, c'est la détection automatique des changements de discipline. C'est présent actuellement, si je ne me trompe pas, chez Garmin et chez Apple en tout cas. Et puis ça, j'ai testé sur ces 2 marques lors de la distance demi-Ironman Challenge Almere aux Pays-Bas l'année passée. Ça fonctionne redoutablement bien. Donc on a en gros à démarrer son triathlon quand on part pour la natation et puis on met fin à l'activité quand on a terminé, passé la ligne d'arrivée après la course à pied. La montre, elle se débrouille pour tout le reste, à faire automatiquement la détection quand je sors de l'eau, quand je pars à vélo et puis quand je repose le vélo et que je pars en course à pied. Ça marche assez bien. J'ai été bluffé par la comparaison entre mes déclenchements manuels et la détection automatique de l'Apple Watch Ultra et de la Garmin. Il y a quelques secondes d'écart en fonction des cas, mais c'est vraiment pas dramatique. Et même, on peut se dire, toi qui as fait du triathlon, Hermano, quand tu poses ton vélo dans ta zone de transition et ensuite tu te mets à courir pour aller dans ta zone de change, chercher ton sac, etc. Tu te changes, mets tes chaussures de course à pied, etc. Puis que tu repars en courant, tu dis, bon, la montre, quand est-ce qu'elle va commencer à détecter la course à pied? Quand j'ai quitté mon vélo puis que je me mets à courir vers la tente, puis ensuite elle pense que c'est une pause pipi ou je sais pas quoi. Mais en fait, ça marche assez bien. La transition est vraiment bien détectée et c'est plus ou moins à 10 secondes ou 20 secondes près, quand je passe vraiment la fin de ma transition, qu'elle me déclenche ma course à pied. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Puis pour moi, c'est vraiment la grosse nouveauté en termes de triathlon. Après, on a ces mêmes modes de détection automatique qui fonctionnent de la même manière pour du swimrun. Et puis, chez Garmin et chez Suunto, par exemple, on a l'enchaînement de multisports libres, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner à l'infini n'importe quel mode sportif. Donc, je peux passer de la course à pied au golf, en passant par la planche à voile, etc., dans la même activité sportive. Donc, après, les enchaînements multisports de n'importe quel type sont possibles sur ces montres-là. Il faut les définir quand même, ou la montre les détecte pas. Par exemple, tu passes de la nage à la planche à voile, de la planche à voile à la course à pied, ta montre va savoir le faire, va savoir définir, détecter.
elle va pas détecter que tu vas faire de la planche à voile. Simplement, tu vas pouvoir soit le prévoir en avance, donc tu sais que tu as une épreuve. Maintenant, je sais qu'en Suisse, on a des fois des épreuves où tu as une partie en course à pied, ensuite une partie en paddle, et puis une autre partie en course à pied. Donc là, elle va pas pouvoir faire la détection automatique entre les deux, mais tu vas pouvoir soit prévoir ton activité à l'avance, donc tu fais un profil course, paddle, course, et puis comme ça, tu n'as qu'à appuyer sur un bouton quand tu passes de l'un à l'autre, ou alors tu fais de l'enchaînement libre, et sur une Garmin, tu peux le faire assez facilement, tu es dans un mode sportif de course à pied, et tout d'un coup, tu as un paddle au bord du lac, tu dis « Ah, je vais y aller dessus », et ben tu fais une combinaison de boutons que tu configures à l'avance, tu te dis « Maintenant, je vais faire du paddle », et puis si, quand tu poses ton paddle, il y a un vélo qui est là, puis que tu vas aller faire du vélo, bah, tu refais la même combinaison de boutons, puis tu enchaînes à l'infini les profils sportifs qu'il y a sur ta montre. Bon, écoute, je pense que ça mérite quand même, et on le dit systématiquement, qu'on parle de faire joujou avec sa montre ou pas, on ne teste rien en compétition. Donc si vous vous dites tiens, je vais tester ça, cet enchaînement, voir comment ça marche sur la montre en pleine compétition. Bon, si vous savez vous détacher de vos jouets, tant mieux, mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour éviter la perte d'un flux nerveux. Hein, testez ça d'abord à l'entraînement. Exactement. Ouais, là, pour revenir sur la cartographie, moi je trouve ça super sympa, notamment quand soit tu te déplaces, soit tu déménages dans des nouvelles villes. Moi je suis arrivé à Toulouse il y a 6 mois, et c'est vrai que soit je cours le long du canal du Midi, c'est une grande ligne droite, en aller-retour, c'est pas compliqué, je pars de chez moi, je peux aller jusqu'à Montpellier, donc j'ai de quoi faire, 250 bornes à peu près, ou alors si je veux aller me balader en ville, comme je connais pas bien la ville, la cartographie finalement c'est assez pratique. Tu peux tracer ton parcours à l'avance. Alors, moi, j'ai une Garmin, mais donc tu peux le faire sur Garmin Connect. Ou alors, tu parlais tout à l'heure d'Open Runner. Il y a d'autres outils, d'autres plateformes qui permettent de le faire. Et effectivement, tu as juste à suivre les indications qui te sont données. C'est bluffant, je trouve. Oui, alors ça aide quand même pas mal, suivant où on se trouve. Après, ça reste quand même de l'affichage de cartes sur la surface d'un timbre-poste ou un tout petit peu plus. Donc, ça a ses limites, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique et efficace quand on suit un itinéraire que d'avoir juste sa ligne à suivre. Et puis, si on a un embranchement à 3 voies et puis qu'on n'est pas sûr de laquelle prendre sur la carte, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Donc, dans certains cas de figure, c'est vrai que ça aide quand même pas mal d'avoir la cartographie. D'un point de vue autonomie, parce que tu en as parlé tout à l'heure, est-ce que la fonctionnalité cartographie, donc qui est couplée avec le GPS, utilise beaucoup plus de batterie ou pas du tout ? Si on reste sur l'écran de la carte en permanence, on a une baisse de la batterie qui est un tout petit peu plus rapide. C'est pas significatif, mais ça va augmenter quand même l'utilisation de la batterie. Donc, par exemple, si je vais faire ma course à pied quotidienne de 15 km, que je reste sur mon écran de carte, ça va pas avoir de conséquences que je vais pouvoir constater. Par contre, si je pars sur l'UTMB, par exemple, ou sur une course longue, et puis que je vois que l'autonomie de ma montre dans mon profil sportif connecté par rapport à mes ambitions de temps, j'ai une marge de peut-être 20%, je vais éviter de rester sur l'écran de carto en permanence quand j'en ai pas besoin, pour essayer d'optimiser un petit peu la consommation de ma batterie. J'imagine, des tests que j'avais fait sur Garmin, c'était une consommation supplémentaire de 3 à 4% sur l'écran de la carto. Après, ça dépend de chaque cas d'utilisation, luminosité, rafraîchissement de la carte, niveau de zoom, etc. Mais oui, on peut gagner un petit quelque chose si on évite de l'avoir en permanence. Ouais, c'est vrai que quand j'ai fait mon défi Agrippa, j'avais une Fenix 6 et je la rechargeais tous les jours, donc ça correspondait à 60-70 km de course à pied par jour. Par contre, j'étais tout le temps sur mon écran de carto parce que c'était la seule chose que je regardais, et je regardais pas la carto sur le téléphone, et tous les soirs elle passait à la recharge, quoi. Ouais, bon, dans ce cas-là, tu vois, c'est des durées qui sont quand même encore envisageables. Sur une Fenix 6, je pense que ça posait pas de problème. T'es jamais arrivé à destination avec une batterie à moins de 20%, quoi. Non, je suis plus arrivé à destination avec un téléphone déchargé, parce que du coup la montre était connectée avec Garmin Connect et avec le suivi, le tracking live, et là par contre ça pompait bien la batterie du téléphone. Alors ça, effectivement, je confirme, ouais. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais le tracking avec Garmin Connect en particulier, si on ajoute des gens dans les personnes qu'on peut suivre et qui reçoivent une notification, le tracking live, ça fait pas si longtemps que ça existe aussi, 3-4 ans, non ? Oh, ça fait un peu plus longtemps, je crois, chez Garmin. Après, il y en a d'autres qui l'ont implémenté récemment, notamment Coros. Et puis, je crois que le Strava Beacon est aussi
là depuis quelques années. Donc chez Garmin, clairement ça existe depuis assez longtemps, plus que les 3-4 ans que tu viens de signaler. Après, on l'attend toujours chez Suunto et Polar par exemple. Ok. Alors après, c'est sympa, on va pas faire un épisode sur cette fonctionnalité-là, mais c'est vrai que c'est sympa, mais ce qui manque peut-être, c'est d'avoir un vrai suivi live pour les gens qui sont extérieurs au contact que tu auras défini. C'est-à-dire pas être obligé à chaque fois que tu pars, si tu veux faire suivre une activité à quelqu'un, soit l'ajouter dans tes contacts, soit partager le lien qu'une personne aura reçu. J'imagine, tu vois. Alors je pense que sur Strava, ça se fait avec le Strava Beacon. Tu dois pouvoir avoir un suivi en live de la personne, enfin de l'activité que la personne est en train de réaliser. Alors en fait, ça existait à la base sur la fonctionnalité Live Track de Garmin. Au début, tu pouvais coupler par exemple ton compte Twitter et chaque activité que tu partais, elle était partagée sur Twitter. Je me souviens de ça. Voilà. Et en fait, ils ont retiré la fonctionnalité, comme beaucoup ont serré un petit peu les fonctionnalités de partage, tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes de sécurité avec ça. Et tu configures ça un jour et tu oublies que c'est là. Et un jour, tu pars de chez toi et tu fais une course à pied de 20 km, tu reviens et en fait, on t'a cambriolé chez toi. Parce que t'as hurlé à la planète entière « Je suis pas à la maison, je suis en train de courir dans la forêt, open bar chez moi, allez-y ». Donc le partage de liens massifs ou publics a été retiré de pas mal de plateformes. On a eu les cas de Strava qui a dévoilé des bases militaires ou des cas de Strava avec des gardes du corps de présidents internationaux qui ont dévoilé les hôtels dans lesquels résidaient leurs chefs de président ou autres. Et voilà, partager de manière publique et massive ces informations-là, c'est devenu un petit peu plus critique. Ouais, faites attention à ce que vous faites. Hein. Le fameux Strava Link, c'est valable aussi pour tout le monde, même si on peut masquer avec quelques... Enfin, on peut choisir à combien de mètres on masque le départ et l'arrivée. Ça n'empêche que quelqu'un qui veut savoir plus ou moins où est-ce que vous habitez, c'est pas très compliqué de recouper vos différentes activités si vous êtes sportif et que vous les publiez sur Strava, entre autres. Exactement. Du coup, là, en termes de nouveautés, est-ce qu'on a toujours le droit à 1, 2, 3 nouveaux modèles par an dans chacune des marques, dans chacun des modèles, avec des améliorations qui crèvent le plafond, qui sont tous des révolutions? Alors, je pense notamment à Garmin qui nous sort des Fenix 6, 7, 8, 9, 12, X, la Solar, la pas Solar, la Saphir, la pas Saphir. Enfin, est-ce que c'est toujours le cas ou ça s'est un petit peu calmé ces années-là? Je dois dire qu'en termes d'innovation, et malgré ce que nous dit Garmin, j'ai reçu Garmin dans mon propre podcast en début d'année, qui nous disent oui, on a toujours un backlog extraordinaire de nouvelles fonctions qu'on va amener, on n'a pas le temps de tout traiter tellement on a de trucs formidables qu'on veut apporter sur nos montres. La réalité montre que chaque itération de nouveaux modèles, que ce soit chez Garmin ou d'autres, apporte moins de grosses nouveautés, moins d'innovation. Que l'évolution aussi du matériel change moins et que voilà, c'est plus difficile de justifier pour quelqu'un qui a une Fenix 6, 7 aujourd'hui de passer vers la 8, que c'est plus difficile de faire justifier l'augmentation de 100-150 euros pour le flagship d'une marque. Et on voit qu'il y a clairement depuis... Il y a eu un effet de rattrapage Covid, parce que entre 2019 et 2021, il y a pas mal de marques qui ont cessé ou en tout cas limité la sortie de nouveaux modèles et de nouvelles fonctionnalités, pour les raisons qu'on sait. Et puis ensuite, il y a eu une reprise et 2021, 2022 et début 2023, il y a eu cet effet de rattrapage. Donc plein de fonctionnalités qui étaient prévues avant, mais qui sont arrivées plus tard parce que le marché a stagné pendant 2 ans. Et puis depuis, on constate qu'il y a un plateau, clairement, en termes de fonctionnalité. Si je prends une Fenix 8 par rapport à la Fenix 7 Pro, les différences sont marginales. Garmin a principalement, en fait, la grosse nouveauté de la Fenix 8, c'est simplement qu'ils ont renommé la Epix en Fenix et réintégré tout ça dans la gamme. Et donc maintenant, on a des Fenix AMOLED. Donc ça, c'est vendu comme une nouveauté de la part de Garmin. En réalité, ça existait, simplement, c'était juste un autre nom. Donc... Maintenant, je me réjouis de voir les sorties de cette année 2025 pour savoir s'il y a de nouveau un redépart, si c'est en fait cette stagnation de 2 ans est liée à un contre-coup de l'augmentation des nouveautés après Covid, ou si on est vraiment dans une période où l'innovation va devenir plus compliquée. Maintenant, comme on disait en tout début d'épisode, plus une montre elle te donne de données, elle peut te submerger de choses et finalement devenir antiproductive.
Je pense que l'avenir n'est pas à rajouter des métriques dedans, mais à en faire un outil qui est plus simple, plus intégré et qui est plus utile pour la performance. Et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui ont encore pris ce virage-là. Ouais, surtout qu'on le rappelle, la montre, tu l'as dit tout à l'heure, en gros, la taille de l'écran, c'est un peu plus grand qu'un timbre-poste. Donc, effectivement, souvent, je me dis, quand je suis sur ma cartographie puis que j'ai une séance à faire, mais que je suis parti découvrir la ville, je me dis, ah mince, j'aimerais bien, en plus de ma carto, avoir ne serait-ce que ma jauge cardiaque ou savoir où j'en suis ou l'allure, etc. Mais au final, tu peux pas tout mettre sur un tout petit écran comme ça. On n'est pas sur un compteur de vélo, quoi. Donc, les innovations, ça va peut-être être aussi ça, c'est-à-dire de réussir à trouver juste les métriques nécessaires, juste les afficher où il faut, quand il faut, et pas submerger l'utilisateur, comme tu le dis, ou au contraire, laisser la possibilité aux utilisateurs de s'auto-submerger. Alors, on peut déjà configurer les écrans, on peut déjà configurer le slide des écrans, etc. Mais je pense qu'il y a encore énormément d'innovations à faire, parce que en termes de matériaux, bon, bah voilà, on arrive sur un plateau, la MOLED, le LED, le saphir, le pas saphir, le verre, le plastique, ok, le métal, et puis même en termes de fonctionnalité, de grosses fonctionnalités, soit on prend la fréquence cardiaque au poignet, soit on la prend sur un brassard, soit on la prend sur la ceinture cardio-thoracique. Est-ce que tu vois d'autres évolutions? Enfin, je veux dire, on n'en est pas encore à avoir des montres ou des fabricants qui nous proposent de mettre des puces dans notre cerveau pour avoir toutes les infos en direct? Non, je pense pas qu'il faut aller dans cette direction-là. Maintenant, comme tu le dis, on plafonne en termes de mesures cardio-optiques, et ça, il n'y aura pas d'évolution ou de bouleversement majeur dans les années à venir, en tout cas d'après les technologies que je vois arriver. Il y a quelques métriques de santé qui vont arriver, possiblement. On parle de mesure de la glycémie de manière non invasive, on parle de mesure de la tension artérielle de manière non invasive, donc simplement au poignet en portant la montre. Ça a été annoncé il y a longtemps, c'est arrivé sur certaines montres, c'est pas très concluant, donc à voir si vraiment ça va vraiment arriver de manière mainstream et fiable. Et puis, au niveau du reste, les montres aujourd'hui, en termes de précision GNSS, GPS, on va difficilement pouvoir faire mieux que ce qu'on fait maintenant. On est déjà arrivé à un niveau où faut pas oublier que les satellites sont à 20 000 km au-dessus de nos têtes, puis on a une précision de l'ordre de 15 cm sur nos traces GPS avec le GPS double fréquence. On va difficilement pouvoir faire mieux. Ensuite, au niveau des matériaux de construction, etc., donc tu le disais, il y a la technologie d'écran, on parle maintenant d'arrivée de micro-LED à la place de la MOLED. Mais finalement, est-ce que ça change vraiment la manière dont je fais faire mes intervalles sur la piste pour préparer mon marathon ou ma sortie longue? Non, c'est sûr que c'est sympa d'avoir un écran qui est très lumineux, qui consomme un peu moins de batterie et puis qui risque moins d'avoir un effet de burn-in. Mais au niveau sportif, ça va changer rien du tout. Absolument rien. Comme au niveau sportif, ça n'a rien changé du tout de passer du transflectif MIP à la MOLED. C'est juste la montre en tant qu'objet qui va évoluer un petit peu. Mais maintenant, pour moi, comme tu le disais, c'est le design de l'interface de la montre qui doit évoluer pour arriver au plus proche d'afficher au bon moment les bonnes données. Écoute, on prend en compte. Du coup, on l'aura compris, on a fait un petit tour d'horizon des nouveautés ou pas, des marques et des produits. Je comprends que tu es quand même, surtout si on s'oriente sur du long, plus défenseur des Big Four que de l'Apple Watch Ultra, même si c'est une bonne montre, mais si on s'aligne ne serait-ce que sur Ironman, ça risque d'être compliqué. Donc sur de l'Ultra Trail ou autre, ça va peut-être être un peu plus compliqué. En gros, dès qu'on dépasse 10-12 heures, on a un risque sur l'autonomie de l'appareil. Je crois qu'on a fait le tour parce que finalement, il n'y a pas d'autres outils qu'on pourrait avoir, en tout cas pour avoir des rendus en temps réel. Il n'y a pas d'autres appareils connectés qu'on peut utiliser dans notre pratique quotidienne. Alors, il y en a tout plein, mais ils viennent en addition à une pratique de base. Si on s'adresse ici à des gens qui choisissent leur première montre de sport, moi, mon conseil, c'est utilisez déjà ce que vous avez pour commencer. Si vous avez une Apple Watch, que vous voulez commencer du triathlon, votre Apple Watch, elle va pouvoir vous accompagner déjà un certain bout dans votre pratique du triathlon. Vous couplez votre Apple Watch à un compte gratuit de chez Nolio. Vous avez toutes les données intéressantes que votre Apple Watch peut fournir dans une plateforme qui permet vraiment une bonne analyse de votre performance.
Et puis si vous avez rien du tout, vous prenez une montre d'entrée de gamme qui fait du triathlon, à commencer par les Coros Pace 3 par exemple chez Coros, ou alors une Forerunner 265 chez Garmin, ou alors une Polar Vantage M3 chez Polar, ou une Recess chez Suunto, comme ça voilà, j'ai pas fait de jaloux, j'ai dit un modèle par marque. Et puis vous démarrez avec ça, et ensuite, plus vous allez avancer dans votre pratique, plus déjà ces montres, elles sont assez évolutives. Les modèles que j'ai donnés, ils vont pas durer une saison puis se dire mince, je suis limité par ma montre, je peux pas faire ça en fractionné. Ça, vous allez pouvoir les utiliser 2-3 ans. Puis après, des accessoires, il y en a plein. Il y a des capteurs de puissance pour le vélo, il y a des capteurs de foulée pour la course à pied, il y a la ceinture de fréquence cardiaque qui est un must qu'il faudrait avoir dès le début. Mais ensuite, on s'équipe petit à petit en fonction de ses besoins, de sa pratique et puis de là où on veut aller. Si on fait du triathlon en disant je veux faire 2 triathlons, je veux voir ce que c'est, on n'a pas besoin d'un capteur de puissance. Si on veut aller faire une qualification age group sur Ironman pour faire les mondiaux à Nice ou à Hawaï, on va peut-être plus avoir légitimement besoin d'un capteur de puissance. Ouais, et puis en capteur de puissance, il y a ceux sur le vélo et il y a ceux pour la course à pied, dont le Stride qui était assez cher. Est-ce que ça a évolué un petit peu à ce niveau-là aussi, au niveau des pas capteurs? Pas grand-chose, franchement pas grand-chose. Les capteurs de puissance, on a toujours des fabricants européens qui sont parmi les leaders, avec Favero qui fabrique les pédales à Sioma en Italie, avec Rotor, les Espagnols qui fabriquent des pédaliers avec la puissance intégrée, et puis plein d'autres fabricants, à commencer par Garmin, Stages, 4Eyes, etc., qui proposent des capteurs de puissance. On a du choix sur ce marché-là, mais les prix restent quand même assez élevés. Il y a personne qui est arrivé avec une solution de capteur de puissance qui casse complètement les prix. Il faut toujours compter un peu plus de 500 € pour les modèles d'entrée de gamme. Donc il reste des bons modèles, hein, mais on est loin des 2000 € d'un SRM. Le Stride est toujours à peu près au même tarif. C'est toujours un petit peu le seul compétiteur sur ce segment-là. Coros propose un capteur de foulée, mais il est compatible que avec les montres Coros. Donc on peut regarder ça si on a du Coros. Mais sinon, pour toutes les autres marques, le Stride reste la référence pour le Footpod. Greg, merci beaucoup. L'idée c'était pas de faire non plus de refaire du Nakan ou du transition, mais bien de faire un petit update sur le podcast Devenir Triathlète X OpenTri. Tu l'as dit, tu continues à créer du contenu. Où est-ce qu'on retrouve ça et comment s'appelle ton podcast, puisque même si on le retrouve sur nakan.ch, il ne s'appelle plus nakan.ch le podcast. Non, parce que le podcast de Nakan c'était un peu nous deux, et quand j'ai relancé la suite du podcast, j'ai dit il faut changer de nom parce que ce serait pas cool pour Hermano qui est associé au podcast de Nakan. Donc si un jour on relance le podcast de Nakan, ce sera avec toi. Pour l'instant, mon podcast s'appelle Transition, il démarre sa 3e saison, et puis on le retrouve sur nakan.ch/transition. Et puis bien évidemment le site web avec toutes les infos sur les montres connectées, c'est nakan.ch, Nakan. .ch. Merci beaucoup Greg. Voilà. Bonne continuation. Amuse-toi bien avec tes joujoux, tes objets connectés, parce que tu es un testeur fou. Tu n'arrêtes pas de tester. C'est ta passion. C'est pas ton métier en plus. Non, j'ai un vrai métier à côté où je gagne ma vie avec une activité honnête. mais oui, j'écris des tests d'articles de sport, de tech sportifs, de montres, de compteurs cyclistes. Et puis de temps en temps, je raconte 2 ou 3 de mes courses ou de mes compétitions. Et voilà. Super, on suivra ça avec beaucoup de plaisir comme d'habitude, et je remettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, qui voudraient aller suivre tout ça. Merci beaucoup Greg. Merci Hermano, c'était un plaisir. À plus, j'espère. On va qu'on se fasse ça une fois par an, c'est un petit update sur les appareils connectés. Quand tu veux, je suis disponible. Merci. C'était Devenir Triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!
Alors moi, j'ai pas autant de titres, hein, je le précise dès le début que tous les invités de cette table. Souvent en reportage, il faut toujours quelqu'un où ça se passe mal, c'était moi. Kiné sur Montpellier, j'ai 32 ans, je fais du triathlon depuis que j'ai 8 ans. Je suis ancienne nageuse de haut niveau. Une participation au Kilo 2017, ça a été une édition remarquée. On a fait notre petit binôme avec Julia et on a participé en 2022 et 2023 donc à Otilo. La première année, on finit 3e et la deuxième année 4e. Oui, Mathieu, t'as l'air cool. Bon. Mais quelle star ce Mathieu, c'est beau. Salut à tous, ici c'est Hermano, podcasteur depuis plus de 10 ans, triathlète depuis 1996 et amateur de sport au sens noble du terme. Salut à tous, c'est Fergus, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter d'un super épisode avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Christophe Yamat. Vous écoutez Road to Utile. C'est le podcast qui vous plonge dans notre aventure vers les championnats du monde de swimrun en Suède. 60 km de trail, 9 km de nage en eau froide. Chaque épisode vous embarque dans notre préparation, nos doutes, nos victoires et nos rencontres jusqu'à cette course mythique. Alors, prêt à courir, nager et rêver avec nous ? C'est parti ! Salut à toutes et à tous, ici Fergus. Aujourd'hui avec mes comparses Hermano et Christophe, on va vous faire découvrir le premier épisode dédié à la préparation des championnats du monde de swimrun et la course mythique l'Otilo qui a lieu début septembre en Suède. Comme le disait Fergus, bienvenue dans ce tout premier épisode de Road to Utile. Et quel épisode! Aujourd'hui, on vous propose une véritable masterclass. Autour du micro, les pionniers du swimrun en France. Celles et ceux qui façonnent cette discipline depuis bientôt 20 ans et même le champion du monde en titre. Prépa physique, stratégie de course, matos, gestion mentale, ils répondent sans filtre à toutes nos questions pour vous aider à préparer Utile ou n'importe quelle autre aventure swimrun. Allez, sortez les carnets, c'est une véritable mine d'or. Et restez bien jusqu'à la fin, vous l'entendrez, la bonne humeur était de mise, on vous a même laissé quelques bonus. Une mention spéciale à Lorraine, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous rejoindre pendant cet enregistrement, elle était même accompagnée par son fiston que vous avez entendu en intro de cet épisode. C'était la fameuse dédicace à Mathieu. On enfile le bonnet, on pose les lunettes, on ferme la combi, plaquette aux mains, pull boy dans les jambes, et c'est parti!